Ouais, salut à tous, vous allez voir que cette vidéo n'est pas du tout qualitative, le son est pourri, l'image est pourrie, ma coiffure est catastrophique. Il faut savoir qu'on a tourné cette interview au mois de juin, en plein milieu d'une insoutenable canicule, et que pendant le tournage on avait le soleil en pleine gueule, qui frappait sur une vitre avec un effet loupe, ce qui explique donc les potentielles gouttes de sueur que vous allez voir apparaître sur mon front, et ce tout au long de la vidéo. Je vous souhaite malgré tout un bon visionnage sur cette chaîne secondaire, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, hein. Allez, bisous. Ça va Guillaume? Ça va très bien. Ouais, bienvenue sur la chaîne Médématique. Donc pour ceux qui connaissent pas Guillaume, tu gères la chaîne Matart. Faut prononcer le T à la fin? Oui, Matart, ok. C'est l'art, on va dire, mais bon, c'est Matart, l'art des maths. Et puis la chaîne Science Rash aussi, ça a commencé quand Science Rash, ça date d'il y a 5 ans. Ça a commencé exactement, alors on a ouvert la chaîne début, vers le 10 janvier 2020, okay. Et on l'a commencé la première vidéo fin février 2020 lorsqu'il y a eu le gros Covid. Bah, c'est ce que j'allais dire, 10 janvier 2020, c'est pas de bol quand même, hein. C'est vraiment c'est début quoi. Quand Science Rash a été lancé il y a 5 ans et demi, je faisais absolument tout de A à Z. J'écrivais les textes, je faisais le montage aussi. Aujourd'hui, maintenant, on a une grosse équipe, il y a plus de moyens. La rédaction, c'est un peu plus compliqué. On a du mal à trouver des rédacteurs en fait qui sont motivés, qui ont envie et qui veulent rester à rédiger des vidéos sur la chaîne parce que c'est difficile. Même moi, j'ai du mal. Là, j'écris encore des vidéos. La prochaine vidéo sur les paradoxes mathématiques, j'ai mis du temps à l'écrire parce que c'est pas facile à créer une vidéo grand public sur ce sujet. Et bien sûr, là, elle est déjà sortie au moment où cette vidéo sort. Ouais, non. Ah ouais, carrément. Elle n'est pas sortie. Elle va passer en phase de montage, j'espère, assez vite. Ok, et elle sort quand à peu près? Elle sortira sûrement dans 2-3 mois. C'est long. Alors que la vidéo, j'ai eu l'idée en septembre. Et le label Trash, tu l'as eu dès le début ou? Le label Trash, oui, je l'ai eu dès le début parce que je connaissais le créateur de Trash de base. Ouais, ok. On a eu l'idée ensemble de créer tout ça. C'est lui qui m'a formé un peu à la création sur YouTube parce que moi, j'étais pas très YouTube. En fait, j'aime pas, même aujourd'hui, je suis pas très fan de YouTube. Parce qu'effectivement, côté science, donc toi c'est plus les maths, mais finalement Science Trash, on y retrouve un peu tout. Ouais, l'objectif c'était ça. C'est faire de la science populaire, ouverte, qui parle à tout le monde, faire en sorte que cette science soit accessible surtout. En fait, ce qui est bien, j'ai remarqué qu'il y avait une niche, en tout cas sur YouTube, qui a un peu toujours existé, avec Médématique ou même des youtubeurs mathématiques qui sont plutôt sur des maths spécialisées ou d'un sujet toujours spécialisé dans un domaine des sciences. Et on va approfondir à fond ce domaine. Il n'y a pas eu énormément de youtubeurs qui se disent on va faire plutôt de la science très ouverte. Jamy n'existait pas encore. Ah, Jamy, il fait pas tellement de maths. Non, il n'aime pas les maths. La dernière fois où j'ai discuté avec lui, il me disait les mathématiques, c'est un sujet qu'il aimerait bien davantage parler, mais c'est pas un sujet qui se porte à raconter des histoires. Monsieur se dit conteur d'histoire. Donc, vu qu'il faut raconter des histoires en mathématiques, c'est pas facile. Pourtant, il pourrait parler des Bourbaki, par exemple. C'est une belle histoire. Il y avait personne à ce niveau-là, à part Dr Nozman à l'époque, quand on s'est lancé, qui était vraiment sur de la science large, populaire. Donc, on s'est dit, nous, on va faire du plutôt vulgarisation scientifique un peu assez pas sorcier. C'est drôle, mais on est complètement avachis. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il fait une chaleur, une chaleur incroyable au moment où on tourne. Puis toi, en termes de formation, t'es à fond dans les maths quand même aussi. T'es agrégé de mathématiques. À la base, je toujours voulu être enseignant de mathématiques. Quand j'étais ma mère elle me disait c'était incroyable parce que tous les enfants veulent être pompiers, police, tout ça. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être professeur de mathématiques. Ouais, c'est vrai. Enfin, professeur. Je disais je vais être comme les maîtres d'école. Et après, quand j'étais au collège, je vais être comme les professeurs au collège. Quand j'étais au lycée, je vais être comme les professeurs au lycée. J'ai toujours voulu être enseignant, en tout cas. J'ai fait un cursus classique en mathématiques, en passant par le magistère de maths de Orsay en mathématiques. Donc la L3, mathématiques fondamentales et appliquées d'Orsay avec l'option magistère de mathématiques. Et ensuite, je suis parti faire un M2 préparation à l'agrégation de mathématiques à la Jussieu. Et j'ai passé la grecque de maths. C'était mon objectif parce que pour faire de toute façon quoi que ce soit en mathématiques, il est souvent recommandé à mon époque de passer la grecque parce que la grecque donnait des bases fondamentales pour faire de la recherche au pire ou faire d'autres choses. Donc je voulais faire la grecque, moi au moins pour enseigner. Et aussi peut-être pour voir si je pouvais faire un doctorat après. Et pour faire un doctorat, quand t'es pas normalien, quand t'es pas polytechnicien ou quand t'es pas dans l'Institut Polytechnique de Paris ou quand t'as pas une roue de sécurité, il t'est demandé d'avoir une petite roue de sécurité. Donc avoir la grecque, c'est fortement recommandé parce que aujourd'hui c'est moins le cas parce qu'ils interdisent le report de stage, ils l'interdisent de plus en plus, donc c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais à mon époque, c'était quasi, presque obligatoire. Doctorat égale, soit tu as une roue de sécurité en tant que normalien ou autre, soit tu passes la grecque. Donc j'ai pas réussi le concours de Normal Sup en M1, du coup je me suis dit bon, hop, on passe la grecque. Et j'ai passé la grecque, je pensais pas l'avoir. C'est plus compliqué, non, c'est difficile à avoir. Surtout que c'est pas que ça. À mon époque, ça a changé. J'étais
c'était la dernière année où il y avait l'ancienne politique de la grecque. Plus la question est facile, plus ta note est basse. Maintenant, c'est l'inverse. On commence par des questions faciles et on monte par des questions dures. Mais à mon époque, en fait, dès qu'on te posait par exemple la question est-ce que vous pouvez nous définir un espace vectoriel, tu répondais même pas, tu t'effondrais en pleurs. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était t'espérer qu'on te pose des questions dures parce que ça veut dire comment on te challenge et qu'on essaye de te monter en termes de. Ça, c'était déjà l'époque un peu plus exigeant et ils étaient un peu plus, fracassants sur les questions, c'est-à-dire qu'on te martelait de questions, il fallait répondre vite, c'était un peu du tac au tac. Aujourd'hui, c'est un peu plus posé. Enfin, la mentalité de la grecque a beaucoup changé avec le temps et en bien, je trouve d'ailleurs. C'est plus, en tout cas, une évaluation sur la progression, sur savoir vraiment où va ta base connaissance des fondements jusqu'au sujet plus en approfondi. Et quand j'ai passé l'analyse, en fait, j'ai fait un hors sujet. Je suis passé sur un sujet sur les séries entières. J'ai fait un plan qui avait une partie, et ça les a agacés, sur les prolongements analytiques. Voilà, avec les fonctions holomorphes. Parce que je disais une série entière, ça peut se voir comme un prolongement envers une fonction holomorphe, etc. Et ça leur a pas plu du tout. Beaucoup de gens me disent oui, c'est pas réellement hors sujet. Si parce que mes développements étaient aussi centrés là-dessus. Donc en fait, quand tu parles des séries entières, eux ils attendaient au moins des critères de convergence, tu vois, critères de Cauchy, critères, d'Abel, voilà. Et j'avais un développement en plus sur les critères d'Abel. J'aurais pu présenter, mais j'ai même pas présenté ça. Ok, dommage. J'aurais voulu présenter justement le critère d'Abel en prolongement de mon agrég. J'ai pas fait ça. J'ai fait le prolongement analytique de la fonction de Riemann. Évidemment, évidemment. Personne n'en a jamais parlé sur YouTube, ça, je crois. J'avais dû faire ça. Parce que pour moi, je le vois comme une série entière, la série de Riemann. Ouais, bien sûr. Et mais eux, non, c'est un sujet fonction holomorphe et pas série entière, du coup hors sujet. Et ils avaient raison. Je me suis fait incendier, alors que l'analyse c'était mon point fort. Donc j'ai eu des boules. Et donc je pensais vraiment pas avoir la grecque. Et le jour des résultats, je suis même pas allé voir les résultats. Dans ma tête, je sais pas ce que je suis un peu autiste là-dessus. J'étais convaincu de pas l'avoir. Ok. Je suis pas allé voir les résultats du tout. J'ai même annoncé à tout le monde que j'allais redoubler, que j'allais repasser la grecque. J'avais fait mon dossier de réinscription, j'avais tout fait. Carrément, putain. Je crois que c'est vraiment une semaine après les résultats qu'on m'a annoncé non, là t'es en train de faire une connerie, tu l'as la grecque. Ok. C'est un pote, Jean-David, qui m'appelle, félicitations, tu l'as. Et ma mère en plus elle comprenait pas parce que je l'appelle pour lui dire que je l'aime, elle était en train de me rassurer parce que je lui avais déjà dit que je l'avais pas. T'inquiète pas, tu vas repasser l'année prochaine. Je fais non mais je l'ai eu. Mais tu m'as dit que tu l'avais pas. Je fais non c'est bon. J'étais convaincu dans ma tête que je l'avais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé alors finalement? En fait c'est l'algèbre, c'est pas mon point fort. Pourtant j'ai cartonné. Et la modélisation, je suis bon en info. Ça a toujours été mon point fort. On m'a toujours dit pourquoi tu fais pas de l'info. En modélisation j'ai cartonné aussi. Donc, génial. Ça a rattrapé mon hors sujet en analyse où je me suis bien planté et l'écrit j'avais bien performé aussi à l'écrit. Donc c'est top. Puis l'informatique en plus maintenant, tu bosses avec un peu toute la journée quoi. Tu peux présenter un peu finalement ce que tu fais. Après la grecque j'ai fait une thèse. Donc j'ai enseigné au lycée pendant 7 ans quand même. Et en parallèle donc j'ai fait une thèse de mathématiques. Et cette thèse de mathématiques était sur des maths fonda. C'était sur les feuilles. C'était sur un peu de la théorie géométrique de la mesure avec des fractales au début. Et après je me suis accentué plus vers les applications en traitement du signal. Et comme il y avait un axe probabilité dans ma thèse et j'ai fini ma thèse, j'étais un peu coincé parce que j'ai fait des postdocs à Mons et j'ai vu que le nombre de postes était en recherche fonda. Dans mon domaine était super limité. J'avais encore la théorie des onglettes au pire, mais en théorie des onglettes c'est entre maths appliquée et maths fonda. Donc quand tu vas postuler un poste on va dire non t'es trop sur maths appliquée ou t'es trop sur maths fonda. Alors j'étais là, je fais ok, personne ne voudra trop de moi, j'ai peur, tu vois le nombre de postes qui diminue, l'État qui coupe les subventions de recherche. Je me suis dit, c'est pas possible, 7-8 années de postdoc, j'ai déjà fait 7 ans d'enseignement, j'ai la trentaine, j'ai plus la force et l'âge de faire des postdocs, j'ai besoin de m'installer. En plus, j'ai fait un crédit sur mon appart, je suis obligé de le rembourser, je peux pas m'amuser à. Je suis coincé quoi. Et la solution, c'était très simple. C'est un ami à moi qui s'appelle Guillaume Saint-Cyr, qui est data scientist, qui m'a aidé. Il fait des formations sur YouTube qui s'appelle Machine Learning. Voilà, c'est une grande chaîne YouTube qui fait de la formation en machine learning et qui m'a beaucoup appris en machine learning, qui m'a un peu vraiment formé sur les bases. Et comme c'était des statistiques et des probas que j'avais déjà travaillé en master et au cours de ma thèse, je me suis jeté les bras dedans. J'ai enseigné ça en postdoc. J'ai fait vraiment des cours de machine learning. Et comme il y avait le CIR qui était là en ce moment, donc le crédit impôt recherche, qui disait aux entreprises, si vous embauchez, vous faites une création de poste et que vous embauchez un jeune docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé sa thèse et qui est encore assez frais au niveau de sa fin de délibération de thèse, on peut l'embaucher. Vous allez retoucher en crédit impôt recherche, c'est-à-dire une déduction d'impôt, l'ensemble du salaire que vous allez débourser sur ce poste. Et on va même vous donner en plus de l'argent. Enfin, il gagnait énormément d'argent. Donc je suis allé là-bas.
Et ensuite, j'ai donc été data scientist, je me suis formé. Et à la fin, j'étais dans un cabinet de conseil avec Quantmetry où j'ai fait mes armes et ça m'a bien plu. Ensuite, ça a été racheté par Capgemini. Donc j'ai fait mes armes avec Capgemini, qui est un gros cabinet de conseil, Capgemini Invent, qui là où j'ai été senior data scientist. Et ensuite, là, je suis chez Givaudan, qui est une entreprise avec qui j'avais élaboré des missions autour de l'intelligence artificielle, où on a déployé des modèles d'intelligence artificielle avec eux à base de GenAI, donc des modèles comme ChatGPT, comme vous voyez, mais spécialisés sur des documents internes de l'entreprise. Et je m'occupe aussi à élaborer maintenant des projets R&D au sein de ma boîte et je lead les projets. Donc là, tu t'éclates, quoi. Je m'éclate, je suis content. Il me manque un peu de reprendre de l'enseignement. L'enseignement me manque profondément. J'ai voulu être enseignant quand j'étais bébé. Je veux être toujours avoir cet attachement à l'enseignement. Donc il faut que je trouve une façon de me libérer du temps pour reprendre cette passion, enfin cette tâche d'enseignement. Je fais de l'enseignement particulier, ça me plaît, mais le problème c'est que j'enseigne beaucoup à des élèves au collège, 3e ou jeunes lycéens. Moi, ce qui m'anime plus, c'est comme tout le monde, faire un peu des maths plus haut niveau, poussé au plus haut niveau, donc prépa, enseigner un peu ce que je fais en data science aussi. Je fais des formations dans les entreprises des fois, et c'est ce qui m'anime et j'aimerais bien le continuer d'une façon ou d'une autre, même peut-être devenir professeur en classe prépa dans le futur, qui sait. Il n'y a pas beaucoup de place, j'ai un ami, mais oui, j'ai vu mon dossier, je me dis j'ai des chances, j'ai une thèse, j'ai une expérience dans le privé, j'ai agrégation, je me dis qu'est-ce qu'il leur manque. Non, le problème c'est que pour être prof en prépa, il faut le savoir, pour les gens qui veulent être, il faut être mobile, il faut être le plus mobile possible, parce que les postes vont se libérer plus des fois au fil de l'eau dans des différentes académies, et moi comme je suis pas très mobile, c'est compliqué. Tu peux limite jouer sur le fait que tu as aussi une chaîne avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ouais, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire, ça. Il faut savoir que quand on passe l'agrégation de mathématiques, c'est là où on est à notre paroxysme en termes de niveau mathématique. Pourquoi ? Parce qu'on a une vue très large des mathématiques, très spécialisée de haut niveau, et à partir de là, on va forcément se spécialiser. C'est-à-dire qu'on va devoir abandonner des notions pour se spécialiser sur des notions en particulier. Par exemple, l'algèbre, moi, tout ce que j'ai fait en théorie de Galois, extension de corps et tout ça. Alors si je te demande Hermite Lindemann, ça y est, c'est fini là. On peut parler aussi d'Animat, parce que tu fais partie de l'asso Animat, qui a organisé en plus le salon Culture et Jeux Mathématiques, là on en sort d'hier. Exact. Donc en fait, quand j'étais enseignant, j'avais fait participer des élèves à moi au TFJM, au tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens. C'est là où j'ai appris à découvrir un peu une des nouvelles actions d'Animat, parce que je connaissais très bien Animat dans le passé, en tant que déjà étudiant en maths, etc. Je connaissais bien, mais à l'époque, Animat, c'était particulièrement la préparation olympique française de mathématiques. Et c'était pas étendu sur d'autres actions qui étaient plus destinées à des jeunes en mathématiques qui n'avaient pas forcément un niveau extraordinaire en maths. Sauf qu'ils ont créé plein d'actions. Al-Kindi pour faire de la cryptographie au collège à travers un concours sympathique. Ils ont fait le TFJM pour faire un tournoi par équipe de mathématiques accessible à tous. Ils ont fait aussi des actions type, comment ça s'appelle, les clubs de maths qu'ils ont gérés aussi avec le gouvernement comme action. Il y a le salon mathématique à Place Saint-Sulpice, il y a les RJMI, rendez-vous des jeunes mathématiciennes. Donc il y a plein d'actions qui sont délivrées maintenant pour tout le monde au sein de mathématiques, et c'est là-dessus que je me suis du coup initié au sein d'Animat en disant j'ai envie de mettre ma contribution là-dessus. Donc j'avais fait des streams à la base sur Animat, où on streamait sur Twitch donc une action qui s'appelait Parlons Maths, que j'avais menée. Et suite à cette action, donc je suis rentré au CA d'Animat et au bureau d'Animat pour soutenir et aider à monter Animat. Quand il y avait la crise du Covid, par exemple, à faire le salon en dématérialisé du salon mathématique que tu as fait hier, pour le faire en dématérialisé sur les plateformes de streaming avec le Covid, ça a été une épreuve. Et relancer les premiers salons, les premiers stands au lancement du salon physique aussi, on a dû mener tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais partie du bureau d'Animat, parce que j'ai à cœur de vouloir faire en sorte que les actions qu'on mène se réalisent, se concrétisent. Voilà, par exemple, moi qui suis youtubeur, j'aurais voulu davantage avoir des partenariats avec les médiateurs de l'IHP, mais ils sont tellement bons. Et en plus, la cerise sur le gâteau qui a été apportée, c'est le musée des maths. J'allais en parler, bien sûr. Qui est, je pense, la grande réussite de l'IHP. C'est réussir à faire un musée qui permette à tous les jeunes collégiens, jeunes lycéens qui sont dans le secteur à pouvoir découvrir les maths. Le problème, c'est qu'il est difficile aujourd'hui dans la société à convaincre de l'intérêt des mathématiques. Quand on voit déjà dans les médias qu'on utilise beaucoup le terme matheux de façon péjorative, j'ai envie de tout casser à chaque fois.
Non mais c'est pas une blague, hein, quand il y a, comme tu l'as dit la dernière fois, je sais pas si c'est toi ou un autre, sur Quotidien, il y avait un journaliste qui dit oui, de toute façon mes enfants sont pas matheux et personne n'est matheux dans ma famille. Quand tu as une question de mathématiques dans un jeu télé, déjà c'est extrêmement rare. Tu trouveras quasiment jamais une question mathématique dans un jeu télé, alors que l'histoire, français, géographie, enfin, tu as tous les autres domaines. Et puis dès qu'il y a une question de maths, tu vas entendre des ricanements dans le public ou des oh, le présentateur qui va faire oh là là, oh, comment il sait ça, oh là là, oh, il est trop fort, machin. On tourne ça à l'humour, à la dérision. C'est ça, c'est fou. Alors que par exemple, une question sur le théorème de Pythagore, mais tout le monde est censé connaître, tout le monde a vu ça en 4ème. Et on va quand même se foutre de la gueule du gars qui connaît le théorème de Pythagore. Et dès qu'ils font le moindre calcul, ils ont tendance à être un mot qui, vraiment là, je casse. C'est le mot règle de 3. Ah, avec une simple règle de 3, j'ai mon résultat. Putain. Ils se sous-estiment énormément parce qu'ils sont loin d'être cons, ils savent très bien faire des mathématiques, il suffit juste qu'ils se posent et qu'ils communiquent mieux. Deux, qu'ils ont un regard très critique sur les mathématiques en une sorte de science difficile, inaccessible. Et tu verras que dans les médias, ce qui importe le plus, c'est de toute façon la culture, bien sûr, c'est au centre de tout chez eux, la culture, l'information, la politique, l'économie. Et ensuite, si on doit parler de science, ça doit être juste deux types de science. C'est la science, donc ce qui est médical et ce qui est technologique. Et les autres, c'est pas de la science. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous faites un jour même de la physique théorique, un traitement du signal ou autre, je sais pas, en physique théorique ou en optique, bah vous n'existez pas aux yeux des médias. Encore, tu bosses avec l'IA et l'IA en ce moment c'est un peu en vogue, c'est un peu à la mode, mais j'en pleure. J'en pleure. Il t'invite des entrepreneurs. Ouais, ça a aucun sens. Le tsar de l'IA aux États-Unis, c'est un mec qui n'a jamais fait, qui ne sait même pas ce que c'est une IA. Le mec ne sait pas ce que c'est une IA, il s'appelle le tsar de l'IA. Puis maintenant, en plus, le mot IA, on l'utilise à toutes les sauces pour des trucs qui sont même pas des IA. Il faut dire que l'IA n'existe pas en fait encore aujourd'hui. C'est juste un idéal à atteindre. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Donc le mot est mal choisi. Je pense que c'est pour ça que j'aime mieux le mot machine learning. Bah, on a parlé du passé, du présent, et alors le futur, c'est quoi les projets? Les projets, c'est détruire le monde. Les projets. Je te cache pas que, comme je dis, je suis dans une prison dorée actuellement parce que je suis bien à mon travail. Je m'épanouis, j'ai des collègues extraordinaires, je me plais, mais j'aimerais davantage m'épanouir, davantage varier mes activités, faire davantage de choses utiles. En fait, se sentir utile, c'est agréable. C'est agréable. Et dans mon métier, bah, tu te sens utile. Pas grand monde en fait. Il y a un petit enfant qui a juste voulu discuter avec moi et je lui ai juste parlé un peu des maths, de mon parcours, des possibilités qui existent. Et je me suis senti en fait durant ces 15 minutes de discussion 1 milliard de fois plus utile que pendant une année à mon travail, quoi. C'est pour ça que je disais toujours, quand j'étais enseignant pendant 7 ans, c'était le plus beau métier de ma vie parce que je me suis jamais senti aussi utile en fait pendant ces quelques années, quoi. J'ai envie de comprendre que aux gens, au monde même, que c'est avec le partage, la discussion, le dialogue aussi qu'on construit les choses. Et il y a des gens qui sont allés dans mes commentaires de mes vidéos corriger des choses, préciser des choses que j'avais pas précisées, même débattre avec moi. Mais je trouve que c'est bien. Et c'est bien, les gens ils m'ont corrigé gentiment, ils ont été dans le dialogue et même ils ont précisé des choses. C'est ça que j'aime. C'est ça, la vie, ça doit être ça. Quand les gens ont dit qu'il faut pas voter pour le parti animaliste, ça. J'ai adoré la vidéo politique. Ça, c'est incroyable. Bon, ben merci Guillaume. Merci, au plaisir de se revoir sur la chaîne. En plus, on t'a déjà vu du coup pour je note le grand oral de mes abonnés. Je suis ouvert et je reste tout le temps dispo. Au plaisir. Merci. Allez, salut Guillaume.